serai votre hôte ou hôtesse ce jour et je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire organisé par Afrique TViste en collaboration avec le Club de Madrid dans le cadre de la the Madrid consultation Club citoyenne. as part of the citizen consultation. Hassan, je pense que la technique en fait n'est pas bonne. Je suis en train d'entendre l'interprétation. Aïcha, je n'ai plus les langues, donc je vais devoir appeler Watt pour la configuration. Je n'ai plus les langues. Aziz, si tu m'entends, je n'ai plus les langues d'interprétation. C'est noté. Merci. On va poursuivre en attendant que cela soit réglé. Ce webinaire est organisé en collaboration avec le Club de Madrid dans le cadre de la consultation citoyenne panafricaine en ligne, qui est une activité d'un projet qui s'appelle le Charter Project Africa, donc sur la gouvernance, la démocratie et les élections en Afrique. Je vous invite donc à partager vos contributions en utilisant le hashtag AfricaConsult ou soumettre votre contribution sur cette thématique du jour, coup d'État en Afrique de l'Ouest, comment arrêter la spirale, sur forum.afriquetv.org. Donc, nous sommes honorés d'avoir les membres du Club de Madrid avec nous. Donc, nous co-organisons ce webinaire. Donc, ce webinaire est enregistré. Pour changer la langue, vous pouvez appuyer sur le globe et choisir votre langue. Si pour le moment, vous n'avez pas l'interprétation, vous pouvez attendre quelques minutes que le problème technique ne soit réglé et l'interprétation sera activée. Donc, l'interprétation, c'est en anglais et en français. Donc, aujourd'hui, nous avons rassemblé des intervenants qui nous aideront à y voir un peu plus clair et nous faire des recommandations pour mettre un terme à cette spirale de coûts dans la sous-région ouest-africaine surtout, mais dans d'autres zones de l'Afrique. Avant de les présenter, je vais rapidement donner un peu de contexte sur le sujet du jour. En moins de 3 ans, 5 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ont connu des putschs, des tentatives de coup d'État militaires. On a eu le Mali en août 2020 et mai 2021, en Guinée en septembre 2021, au Burkina Faso en janvier 2022 et septembre 2022, au Niger, le plus récent, en juillet 2023. Et aussi, il y a eu des tentatives de coup d'État, notamment en Guinée-Bissau en février 2022 et en Gambie en décembre 2022. Au total, en moins de 2 ans, 4 présidents ouest-africains ont été renversés par des militaires. La recrudescence de ces fléaux est une préoccupation pour tous, notamment les acteurs attachés à une bonne gouvernance démocratique dans la sous-région. L'effet domino est évident et les raisons de ces changements anticonstitutionnels de pouvoir sont plus structurelles et profondes que conjoncturelles. Tous les observateurs scrutent avec grand intérêt et inquiétude l'enchaînement avec lequel cette partie du continent africain a renoué avec les coups de force des militaires après 3 décennies d'accalmie. Par ailleurs, ces coups de force interviennent dans un contexte de menaces terroristes qui progressent vers les pays côtiers de la région et la présence de plus en plus remarquée de puissances émergentes sur fond de discours anticolonialistes. Tout ceci dans une confusion alimentée par la prolifération des fausses nouvelles. L'avènement des coups d'État peut aussi s'expliquer par une gouvernance post-électorale insatisfaisante caractérisée par la corruption, le népotisme, la mégalomanie. La multiplication de ces coups de force traduit une crise profonde des systèmes politiques, déconnectés des attentes populaires et plombés par la corruption. Pour discuter de ce thème, donc, les coups d'État en Afrique de l'Ouest, comment arrêter la spirale, nous avons avec nous M. Moussa Mara, Premier ministre du Mali de 2014 à 2015. Il a été le plus jeune Premier ministre du pays. Il est un expert comptable agréé depuis 1997. Il a dirigé le plus grand cabinet d'audit du Mali et continue d'exercer d'autres responsabilités sur le continent, membre de jury, professeur associé et membre de structures comptables internationales.
Avant d'être Premier ministre, M. Mara a occupé le poste de ministre chargé de l'urbanisme et de la politique de la ville en 2013 et a été maire de la commune 4 de Bamako de 2009 à 2013. Son mandat de Premier ministre a été marqué par la poursuite des violences entre groupes rebelles, notamment dans le nord du Mali. Lors d'une visite officielle à Kidal en mai 2014, des violents affrontements ont éclaté entre les groupes armés et l'armée malienne, un moment clé qui est devenu par la suite un symbole de la passivité du gouvernement face à la crise violente dans le nord du pays. Le Premier ministre Mara a démissionné de son poste un an plus tard, en janvier 2015, à la demande de l'ex-président Ibrahima Boubacar Keïta. Monsieur Mara a été président de 2010 à 2021 du parti Yelema, qui signifie changement. Le Premier ministre Mara est actuellement membre du Parlement malien. Merci, Monsieur le ministre, d'être là aujourd'hui avec nous. Je vais donc passer à un doyen, Monsieur Alioutine. Il est titulaire d'un doctorat de linguiste et sémiologie de la communication et des textes. Il est expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Mali depuis 2018. Monsieur Tine est également le fondateur du think tank Africasium Center. Il a été président de la RADDHO de 1998 à 2013, président du Comité sénégalais des droits de l'homme de 2013 à 2015, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de 2015 à 2018. M. Tine a également coordonné pour la RADDHO l'observation des élections législatives en 1998, de la présidentielle en 2000 et 2007 au Sénégal. Professeur à la faculté des lettres et sciences humaines à l'université Cheikh Anta Diop de 1981 à 2009, il a aussi enseigné au Centre d'études des sciences et techniques de l'information CECI de 1984 à 2005. Monsieur Tine, c'est aujourd'hui un plaisir de discuter avec vous des questions de gouvernance de la sous-région. Notre troisième intervenante est Madame Camilla Roca. Elle est directrice de la recherche à la Fondation Mo Ibrahim, où elle dirige l'analyse et les publications de la Fondation sur la gouvernance africaine. Elle s'intéresse principalement au paysage politique, économique et social de l'Afrique, et plus particulièrement au lien entre la fragilité, le développement et les relations entre l'État et la société. Elle a beaucoup travaillé sur ces questions en tant qu'analyste indépendante et responsable politique pour l'Union européenne en Afrique centrale. Avec une formation en relations internationales, elle est titulaire de 2 maîtrises du Collège d'Europe et de l'Université de Padoue, ainsi que des certifications professionnelles, notamment en analyse politique et en médiation. Soyez la bienvenue, Madame Roca. Et notre quatrième invitée, qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui a notamment tenu à enregistrer un message pour nous donner sa contribution sur la thématique, est Madame Aminata Touré, une femme politique sénégalaise et une militante des droits de l'homme. Elle a occupé plusieurs postes gouvernementaux, notamment ceux de Premier ministre en 2013 et 2014. Elle a été élue en 2022 en tant que députée. Madame Touré a travaillé pendant 24 ans au sein de l'ONU, où elle a occupé des postes d'expert technique au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Elle a également dirigé la direction du genre et des droits de l'homme au siège du Fonds des Nations Unies pour la population à New York. Au début de sa carrière, le docteur Touré a travaillé dans le secteur privé et avec la branche sénégalaise de la Fédération internationale pour le planning familial. De 2014 à 2020, Dr Touré a dirigé et co-dirigé des missions d'observation d'élections présidentielles pour le compte de l'Union africaine et du Centre Carter à Maurice, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Libéria, en Guyane. Le Dr Touré a dirigé plus de 30 publications des Nations Unies et a écrit en 2021 un livre soulignant la contribution de l'Afrique au droit pénal international par le biais des chambres judiciaires extraordinaires qui ont jugé l'ancien président Hissène Habré du Tchad. Outre sa langue maternelle, le Wolof, Madame Touré parle couramment le français et l'anglais. Madame Touré n'a pas pu nous joindre, comme je l'ai dit, mais nous allons projeter la vidéo tout à l'heure.
Donc, pour commencer, je me tourne vers l'ancien Premier ministre, Monsieur Mara, député, pour lui poser cette question. Monsieur Mara, en moins de 3 ans, 5 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ont connu des coups d'État. Quelle est votre lecture de cette situation et comment comprenez-vous les raisons souvent évoquées pour justifier les derniers coups d'État dans la région? Merci, madame. Encore une fois, je veux m'assurer que je suis bien entendu. Il n'y a pas de problème d'audition. Je voudrais d'abord vous saluer et saluer les organisateurs de cette importante activité et saluer évidemment les autres panélistes, notamment le grand frère Tin. Vous avez vous-même dit, hein, les putschs qui sont intervenus dans notre zone ont des causes qui sont structurelles et malheureusement, ces causes, on n'en parle pas suffisamment. Moi, je pense que ce cadre nous offre l'occasion de parler de ces causes. Quand vous regardez la zone ouest africaine et la zone sahélienne, vous rendez compte d'un certain nombre de situations qui structurent nos sociétés, qui structurent nos pays. La première situation, il ne faut pas l'oublier, c'est vraiment le contexte des changements climatiques où nous avons une perte de ressources naturelles très importante qui est à combiner avec des démographies dynamiques qui entraînent un accroissement important de la population. Donc, on a d'un côté un accroissement important de la population et de l'autre côté des ressources naturelles qui diminuent très fortement, ce qui crée évidemment des tensions au sein de nos sociétés. Ça, c'est un élément structurel important qu'il faut prendre. La pauvreté et la paupérisation croissante des populations. Le deuxième élément à prendre en compte et qui est aussi très important, c'est l'urbanisation très prononcée de nos pays, où nous avons une forte population urbaine et une population jeune du fait de la démographie. Et cette urbanisation accélérée dans un contexte de pauvreté, ça crée aussi des attentes importantes vis-à-vis des gouvernants en termes de fourniture de ressources, en termes de fourniture de services, d'éducation, de santé, d'emploi des jeunes. L'autre élément de contexte à prendre en compte, c'est aussi le contexte des nouvelles technologies qui font que la jeunesse urbaine est très connectée dans nos pays et elle est en mesure de comparer, elle est en mesure de savoir ce qui se passe ailleurs et notamment en mieux. Et donc, ce qui accroît encore plus ces attentes à l'égard de nos gouvernants. Donc, ça, c'est un élément important à prendre en compte. L'autre élément à prendre en compte, et vous l'avez aussi dit, c'est que ces dernières décennies, la gouvernance de nos pays ne s'est pas caractérisée par la vertu, par l'efficacité et par la redevabilité, par la capacité des gouvernants à répondre aux attentes des populations. En revanche, ce que ces mêmes populations ont vu, c'est des gouvernants qui sont de plus en plus impliqués sur les questions de corruption, sur les questions d'enrichissement sans cause, sur les questions d'implication des familles dans la gestion des affaires publiques. Donc, d'un côté, on a des insuffisances. De l'autre côté, on voit une mauvaise exemplarité du leadership. Ça crée de la frustration, et notamment dans les zones urbaines, encore une fois, comme je l'ai dit. Et ces frustrations ont accru progressivement la pression sur les gouvernants, pression qui est de plus en plus forte. Cela d'autant plus que le contexte sécuritaire, lui aussi, et là, c'est un élément de contexte, s'est empiré. Et là, vraiment, ça crée un cocktail assez difficile à gérer par les gouvernants, où vous avez une insatisfaction croissante des populations et une frustration croissante des populations, et donc une impatience de plus en plus importante des populations vis-à-vis de la gouvernance de nos pays. Et donc, la volonté qu'il y ait un changement. Et c'est là d'autant plus que ce changement puisse être radical. C'est ce que les coups d'État, en fait, ont montré. C'est l'espoir d'un changement radical, d'un changement profond, d'un changement même de paradigme dans la manière de gérer nos pays. Et cela répond à une attente populaire, d'où une popularité très, très importante des différentes juntes militaires qui n'est pas feinte, hein, c'est vraiment une popularité réelle qu'il faut prendre en compte dans ce contexte-là. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on peut indiquer comme contexte. Après, est-ce que
les argumentations développées pour justifier les coups d'État, pour expliquer les coups d'État sont, on va dire, objectifs. Tout ce qui est en rapport avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance, l'incapacité à répondre aux attentes des populations, ça peut avoir des éléments d'objectivité. Maintenant, tout ce qui est en rapport avec ce que moi je dirais simplement de la propagande pour justifier des actes qui en eux-mêmes sont illégaux, ce sont des arguments qui sont moins justifiables et moins pertinents. Par exemple, la question de la théorie du complot, le complot des grandes puissances contre nos pays, le complot des anciens colonisateurs contre nos pays, la volonté de donner la vraie indépendance à nos pays parce que nos pays ne seraient pas vraiment indépendants ces dernières décennies. Ça, c'est des questions c'est des arguments qui sont questionnables et qui peuvent être discutés. Mais nous sommes aussi, et ça c'est un élément aussi qu'il faut mettre en avant, nous sommes dans un contexte où les populations sont aussi assez ignorantes. Le taux d'éducation, le taux d'alphabétisation, la capacité de compréhension des enjeux et nationaux et régionaux et internationaux est assez faible dans nos contextes. Donc, ça rend les populations un tout petit peu plus faciles à accepter des explications qui peuvent relever de la propagande ou simplement de la justification a posteriori. Et enfin, l'argument de l'incapacité des pouvoirs civils à amener la sécurité, ça on l'a aussi entendu régulièrement, c'est un argument qui est assez facile puisque les mêmes militaires qui ont commis ces coups d'État, ces mêmes militaires étaient associés à la gestion de la sécurité avec ces autorités civiles-là. Donc s'il y a une incapacité des civils, cette incapacité est au moins partagée avec les militaires. Donc là aussi, c'est des arguments qui sont questionnables, mais qui peuvent paraître tout à fait justifiés vis-à-vis d'une population impatiente d'obtenir du changement, frustrée par la gouvernance des précédents leaders et donc qui a envie de croire de nouveau à l'alternative que les militaires semblent constituer au pouvoir civil. C'est ce que je peux dire assez rapidement sur ces questions. Peut-être on reviendra encore dessus ultérieurement. Bien sûr. Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous avez parlé de l'ignorance, de l'insatisfaction et la frustration des populations. Et vous avez aussi parlé de certains points pour justifier les coups d'État. Je vais me tourner vers le doyen Aliou Twin pour lui poser cette question. La question sécuritaire en lien avec la réalité du terrorisme dans le Sahel est souvent évoquée pour justifier les coups d'État. Donc, nous aimerions savoir en fait, est-ce que le terrorisme favorise-t-il les coups d'État ou est-ce juste un alibi? Merci en attendant beaucoup. Que M. Tin réponde, vous pouvez activer l'interprétation qui marche maintenant. Bon. Donc, M. Tin, à vous la parole. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier de l'invitation, remercier également et saluer le Premier ministre Moussa Mara, un des illustres, vraiment leader du Mali que je connais, que j'ai fréquenté, que j'ai rencontré dans son bureau, travailleur et respecté. Saluer également les autres, et notamment Aminata Touré, que je connais bien. Je pense que la question de la sécurité, c'est une question de la crise de la sécurité, est connectée aux autres crises que nous connaissons en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire la crise de la démocratie d'abord, la crise de la gouvernance, qui sont des crises structurelles évoquées déjà par Moussa Mara. Crise climatique, ça, je pense que ça c'est avec la sécheresse et la question effectivement foncière, qui est une question de compétition entre effectivement des acteurs sur le terrain. J'ajouterai également la crise du leadership politique. Il faut effectivement travailler également sur cette question avec l'hyper-présidentialisme, le présidentialisme exacerbé,
qui permet d'ailleurs, et Moussa Mara l'a dit, le fait que des familles soient impliquées également dans la gestion des affaires publiques. Il y a aussi le basculement géopolitique mondial, hein, et également une ère qui s'ouvre, qui est une ère du multilatéralisme avec de nouveaux acteurs. Donc, on a un certain nombre de points de crispation qu'il faudrait peut-être énumérer très rapidement pour essayer de montrer dans quel, si vous voulez, dans quel contexte on se retrouve, et que les jeunes, d'ailleurs, qui sont les plus avancés, si vous voulez, dans cette envie de changer les choses, avec le concept qu'ils utilisent, le concept de système. Donc, nous sommes dans une espèce de fin de cycle post-colonial. Également aussi avec des points de crispation, de cristallisation sur la question du souverainisme, qui s'exprime d'ailleurs à travers un certain nombre de revendications, de contestations et de polémiques, donc qui portent à la fois sur, d'abord, les questions stratégiques, la présence des armées, qui portent sur des questions économiques, sociales, le franc CFA, et également qui, de plus en plus, si vous voulez, sont également instrumentalisés. Donc, la crispation sur les crises de la démocratie, de la gouvernance et l'existence des régimes qu'on considère comme des régimes corrompus. Quand les militaires nous en débarrassent, il faut le dire, généralement, nous avons les populations qui sont contentes de se dire, mais tiens, c'est un régime tyrannique et ça va la faire, etc., etc. Ça, c'est un. De deux, les coups d'État militaires, je reviens là-dessus, sont des indicateurs de crise et de dysfonctionnement des institutions de l'État. Ce ne sont pas des remèdes. En réalité, après les coups d'État, il faudrait effectivement, comme on dit, renégocier le contrat social qui a été brutalement rompu. C'est avec ça, c'est la raison d'être des transitions démocratiques. C'est pour discuter, bon, voilà, comment il faut faire nation, comment il faut faire démocratie, comment il faut faire république. C'est ça, ça veut dire rectifier ce qui s'est passé avant. Maintenant, il est évident que ce que j'appelle la montée du souverainisme, de plus en plus est saisi comme un alibi. Et puis, pour surfer là-dessus, et c'est ça que Moussa Mara appelle la propagande, pour dire qu'il nous faut être souverain. Et c'est justement pour échapper aux sanctions à la fois de la CEDEAO et aux sanctions internationales. Et aujourd'hui, comme le monde a basculé, et comme il y a d'autres acteurs qui sont sur place, et même, je dirais, la compétition et le jeu d'influence, si vous voulez, de puissance, sur tous les plans, hein, ce jeu d'influence, ça se joue sur le plan économique, ça se joue sur le plan stratégique, ça se joue sur le plan de la communication aussi. Ce qui fait que moi-même, ma crainte, c'est de voir de plus en plus le fait qu'on ne contrôle plus notre propre opinion publique. Et donc, bon, le souverainisme, je dirais, opportuniste, le souverainisme alibi, effectivement, qui cherche des boucs émissaires, généralement, les gens, ils l'utilisent pour dire, bon, tiens, voilà, on va rester, on n'a pas besoin d'élections. Si vous prenez la Guinée, c'est un peu ça. Le discours de Doumbouya aux Nations Unies, beaucoup ont applaudi pour dire la démocratie n'est pas adaptée à l'Afrique. J'ai bien aimé la réponse de Monenembo qui dit, ah, ce serait peut-être la dictature qui serait le fait de l'Afrique. Je pense qu'il faut réfléchir et revenir à autre chose.
Et tout ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, que vous preniez les pays qui ont été, où il y a eu les coups d'État militaires, écoutez, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la situation sécuritaire est en train de se dégrader. Ça n'a pas réglé les problèmes. Ils n'ont pas fait mieux que les civils. On l'a dit, on l'a redit, ils ont été associés également à la gestion de la sécurité. Ils ont été responsables de la gestion de la sécurité. Donc, je pense que c'est un alibi qui ne tient pas à 100%. Donc, il me semble qu'il y a un certain nombre de problèmes par rapport à cela. Ça veut dire cette espèce de légitimité de la force et de la propagande qui va se substituer à la véritable légitimité des urnes. Donc, il faut, de mon point de vue, que les urnes reprennent, que la démocratie, que le changement par le choix souverain du peuple reprenne, si vous voulez, sa place dans la situation actuelle. Et donc, bon, je reviens sur la question géopolitique et la question stratégique. Parce que le souverainisme stratégique n'existe pas. Et ce qui a fondamentalement changé, c'est que les alliés qui effectivement devaient aider à combattre le terrorisme n'ont pas réussi, ils ont échoué sur place. Que ce soit l'administration, il faut le dire, l'administration n'a pas permis de régler la question de la sécurité au Mali et au Sahel. Aujourd'hui, c'est un débat en France même. Deux, l'administration aussi n'a pas permis d'améliorer fondamentalement la sécurité. Et il me semble que ces deux failles ont été des facteurs aggravants. Maintenant, leur départ, le départ de l'administration, le départ de Barkhane, un peu partout, sans, si vous voulez, une alternative stratégique. Sans une alternative stratégique. Est-ce que ce n'est pas une menace de plus pour toute l'Afrique de l'Est? Ça, c'est la question que je suis en train de me poser. Deuxième question. La crise que nous sommes en train de vivre, qui est la crise sécuritaire, ce n'est pas une crise nationale spécifique au Mali, même si le Mali est l'épicentre de cette crise. De mon point de vue, le Mali même est un laboratoire pour examiner à la fois les différents aspects de la crise et également réfléchir sur les différentes réponses. Donc, ce n'est pas une crise nationale, c'est une crise régionale. Et de mon point de vue, le grand problème que nous avons, c'est de chercher des réponses nationales à une crise sécuritaire régionale, à une crise de la démocratie qui est régionale, à une crise des institutions qui sont également régionales. Et de mon point de vue, dans un contexte où de plus en plus la CEDEAO est contestée, de plus en plus où les Nations Unies sont contestées, et de plus en plus où la communauté internationale n'arrive pas à donner les réponses appropriées à ces crises régionales. Je ne parle même pas de nos institutions régionales. Voilà rapidement ce que je voulais soulever pendant cette question. Merci, Monsieur Tin. Vous avez parlé du fait que les coups d'État sont des indicateurs de crise et de dysfonctionnement et qu'il faudrait réfléchir à un nouveau contrat social après ces crises-là. Vous avez aussi relevé le point que la crise sécuritaire au Mali n'est pas nationale, elle est régionale. La crise démocratique les crises démocratiques que les pays traitent de façon nationale sont des crises régionales. Maintenant, je vais interpeller Madame Roca. Elle va parler en anglais. Vous pouvez activer
le globe et choisir la langue si vous voulez l'écouter en français. Madame Roca, elle est du Mo Ibrahim Foundation. Donc, elle a une présentation qui est intitulée « Un coup d'État n'est jamais la solution ». Donc, Madame Roca, nous notons que selon l'indice 2022 de Ibrahim, de la gouvernance, de l'index de la gouvernance de Mo Ibrahim, seuls 50% des citoyens ont une perception positive de la gouvernance politique en Afrique de l'Ouest. Selon vous, la récente recrudescence des coups d'État est-elle le résultat de cette perception? Nous allons donc vous laisser intervenir et j'invite les participants donc à activer l'interprétation s'ils souhaitent écouter l'intervention de Madame Roca en français. Thank you so much for your question and for the invitation. It's a pleasure to be here with you to discuss this very important topic. May I ask the host to allow me to screen share because I apparently don't have the possibility to do so. Aziz, s'il te plaît, permets à Madame Roca de pouvoir partager son écran. Not yet. Yes. Fantastic. So, are you able to see? Yes, absolutely. So, obviously, we have this presentation. We have produced this report that provides a data analysis of how the Ibrahim Index of African Governance, which is our governance index that looks at 10 years of governance data for 54 African countries, can help us understand a little bit more the dynamics in relations to the countries that have been affected by recent coups with a focus on West Africa. So I think in relation to your questions, I have selected a couple of slides that I'm going to take you through now and in the following questions. So we're going to look now at the question about perception. So indeed, as you rightly say, the data from the Ibrahim Index of African Governance for the past 5 years, and just to clarify, this is data that we have extracted from our collaboration with Afrobarometer. The data show indeed that there has been for 4 West African coup countries, Burkina Faso, Guinea, Mali, and Niger, which have all experienced coups between 2021 and 2023. Support for democracy has declined, while support for the military rule has increased. So you can see represented in the infographic at your left-hand side the tendency between 2016, 2018, and 2021 and 2023. For all 4 countries, we have a decline in support for democracy attitudes. What is interesting that we have highlighted here is that Mali is the country that experienced the largest decline. You can see that in 2021, 2023, only 37% of those surveyed in Mali are in favor of democracy. Okay. What is interesting to know is that as well, while 64% of Malians surveyed by Afrobarometer were not in favor of military rule in 2016-2018, this is the years of the survey rounds, almost 80% of Malians supported military rule in the most recent round that covers years from 2021 to 2023. So when we look at the other countries, I can tell you, for instance, that Guinea is the country that has the highest number of respondents that still support democracy in the latest round. Guinea is this one with the brightest red on top here. Nearly 2/3 of Guineans still
are in favor of democracy in this latest round. However, we can see that also for Guinea, there has been a decline of 12.3 percentage points compared to the previous research rounds in 2016-2018. So it really touches all the countries. We have spoken about Mali and about the increasing favor for military rule. So I'm going to take you through that for the other 3 countries. So when it comes to military rule, it is not showed in the infographic. So we said 80% of Malians are in favor of military rule in 2021-2023. When it comes to Burkina Faso, for instance, there has been an increase of 50% from 2016-2018, okay, to 2021-2023 survey round, okay. And as concerned Guinea as well, in 2021 and 2023, the figure of supporters of military rule has grown to roughly 1/3 of respondents. Obviously, we are now going through quite a series of complex data. So after this call, I'm going to share with you all the report from which all this data have been extracted, so that then you can consult and you can go back to the data in case you have any questions or queries as well. And you can also go back to Afrobarometer source, in the sense that they did quite a lot of work on unpacking this democracy support perceptions as well. So I guess before closing, one key point in relation to your question. You asked me to unpack trends in terms of democracy perception. However, we need to ask ourselves a question. When we look at democracy perception data, we need to look also at what has been the quality of the provision of governance to understand the responses that citizens have been giving to the surveys. So I'm just going to give you a quick snapshot here, because I know that we are going to discuss this more in detail in the next round of questions. But I wanted to show you here a dashboard. This is all taken from the Ibrahim Index of African Governance, and it looks at the latest 5 years covered in the index, so the period from 2017 to 2021. So this is the status of governance delivery in these countries. And this is fundamental to look at, to understand why have people provided those answers. And this is a selection of the 4 countries that we discussed. It also provides the comparison with the African average trend for the whole continent in the latest column. And on the left-hand side, you can see the components of the Ibrahim Index of African Governance. The key point to retain here for all of us is these 4 countries that we are looking at in common should have, first of all, decreasing governance performance in the last 5 years, from 2017 to 2021. So decreasing overall governance, as well as in all 4 countries, we see huge declines in security, rule of law, participation, rights, and inclusion. And this is basically these red spotlights that you can see here. In red are all the components that have been declining. So what we need to ask ourselves is why there seems to be a trade-off between the components that are related to security, rule of law, democracy, participation, inclusion, versus the sort of classic human development indicators like MDG related indicators and slightly the economic ones, which have seemed to do better in the same time period. And I think if we focus on this question, we are able to unpack a little bit further the warning signs of the coups, but we are going to discuss this in the next question. Thank you. Thank you. Merci, Madame Roca. C'est important surtout
ce second diapo qui montre un peu le contexte, surtout au niveau africain. Donc, il y a un changement de perception de la gouvernance au Mali. Et aussi, elle nous a montré dans les années précédentes et les années actuelles quelles sont les perceptions qui ont changé. Le plus grand changement a été au Mali. Cela, en fait, montre encore une fois, et comme l'a indiqué les différents intervenants, que le problème est plus complexe que cela. On ne peut pas avoir de démocratie quand il n'y a pas de sécurité. C'est plusieurs éléments qui forment la démocratie. Je vais me tourner maintenant vers le Premier ministre, Monsieur Mara. Monsieur Mara, vous avez tout à l'heure parlé de quelques causes politiques qui pourraient expliquer ces coups d'État. Donc, je veux vous demander d'élaborer un peu plus. Et aussi, je vais ajouter une question. Comprenez-vous les différentes positions parfois divergentes des Occidentaux dans le contexte actuel que nous vivons? Et vous avez 5 minutes pour répondre à la question. Merci. Merci bien, madame. Et encore une fois, vraiment, merci à tous les panélistes qui, chacun dans son domaine, a donné des éléments qui complètent un peu ce par quoi j'ai commencé. J'ai un peu dépeint le tableau et le tableau ensuite a été bien précisé par Alioune et puis par madame Camilla. Pour aller un tout petit peu plus en avant, peut-être je vais insister sur pourquoi aujourd'hui la démocratie est perçue par nos populations comme étant la mauvaise direction ou le mauvais chemin à prendre pour arriver à faire des résultats. Parce que les populations, dans leur grande majorité, il faut vraiment insister dessus, sont ignorantes de ce qu'est même la démocratie, de ce qu'est la gouvernance, de ce qu'est leur droit et de leur rôle de citoyen, de la nécessité qui s'implique sur les questions de démocratie et de citoyenneté. Et ce cadre d'ignorance crée vraiment le terreau favorable à la progression des idées populistes et des idées comme quoi la démocratie n'est pas faite pour nous, la démocratie occidentale n'est pas une bonne chose, nous devons trouver notre propre chemin. Sauf que tous ceux qui parlent de notre propre chemin, et depuis quelques années, sont toujours en mal de pouvoir dire c'est quoi ce propre chemin, justement. Quand vous regardez un peu les réformes qui sont entreprises et engagées ici ou là, ça va tous dans la même direction que ce qui a été vu précédemment. Donc, moi, je voudrais insister sur l'ignorance, sur l'analphabétisme, sur les faiblesses de capacité de compréhension de nos populations et sur la paresse intellectuelle de nos élites. Il faut vraiment insister dessus. Nos universitaires, nos hommes politiques, nos responsables de la société civile se complaisent dans les accusations simples et dans la stratégie du bouc émissaire. Rien n'est notre responsabilité, c'est la faute de un tel, c'est la faute de un tel. Et tant que nous restons dans cette paresse intellectuelle, nous allons difficilement trouver les voies et moyens courageuses pour nous sortir de ces difficultés-là. Ce n'est pas la démocratie qui est en question, c'est l'utilisation que nous en avons faite dans nos pays. Et cette utilisation est quand même, la responsabilité est partagée de part et d'autre. Donc ça, je voudrais insister dessus. Maintenant, vous avez aussi parlé des divergences d'interprétation ou des divergences d'action des grandes puissances de ce monde par rapport au coup d'État. Monsieur Tin l'a indiqué, le grand frère Tin l'a indiqué, c'est aussi une question d'intérêt, malheureusement, à prendre en compte, et c'est une question d'analyse et de compréhension. Nous l'avons vu dans le cas très clair du Niger, où il y a une divergence, il y a une divergence très claire entre la position française et la position américaine. C'est une question d'analyse, c'est une question d'intérêt, et les grandes puissances aujourd'hui sont plus engagées dans la recherche de leur intérêt stratégique et qui les amène à avoir des attitudes différentes face au coup d'État. Et
il y a aussi les réactions de nos organisations régionales qui ont aussi été un facteur, à mon avis, qui a encouragé la multiplication des coups d'État, parce que les réactions n'ont pas été aussi vigoureuses que ce qu'on avait droit d'attendre par rapport aux coups d'État qui sont quand même des ruptures institutionnelles et qui sont même, selon certaines constitutions, comme la constitution malienne, qui sont des crimes imprescriptibles contre les peuples. Donc, le fait que la réaction n'a pas été aussi forte, cela a pu aussi expliquer un peu l'augmentation du nombre de coups d'État. L'autre élément qu'il faut aussi noter, c'est quelque part l'incohérence de certaines puissances face aux coups d'État. Et là, la critique vise très directement la France. La France, de par l'histoire, est quand même la puissance colonisatrice de la plupart des pays qui ont connu des coups d'État. Nous avons vu des attitudes de la France qui étaient des attitudes qui n'étaient pas les mêmes face aux différents coups d'État et qui expliquent l'incompréhension ici ou là et souvent même l'hostilité de certaines populations. Quand on regarde l'attitude de la France par rapport au premier coup d'État au Mali et au deuxième coup d'État, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et quand on regarde l'attitude de la France par rapport au coup d'État au Mali ou le coup d'État au Tchad ou le coup d'État récemment au Gabon, ce n'est pas aussi tout à fait la même chose. Donc cette incohérence aussi a donné des arguments à ceux qui estiment qu'il y a un complot, il y a des attitudes des puissances occidentales contre certains pays, ce qui a alimenté la popularité des militaires et des juntes militaires. Donc cette incohérence aussi est à prendre en compte demain si nous devons traiter ces questions et si nous devons aller vers les solutions. J'imagine que les prochaines questions porteront sur les solutions et j'aurai l'occasion d'en parler à ce niveau. Merci bien. Merci à vous, Monsieur Mara. Effectivement, hein, il y a beaucoup à dire par rapport aux positions divergentes pour les changements inconstitutionnels. Je vais demander à l'équipe technique d'Afrique TV maintenant de nous montrer en fait le message vidéo que l'ancienne Premier ministre du Sénégal, Madame Aminata Touré, nous a fait. Donc malheureusement, elle aurait voulu être là, mais elle a eu un empêchement. Elle a tenu néanmoins à enregistrer sa contribution à ce débat. Aziz, c'est à toi. Aziz, volume. Aziz, on n'entend pas ce qu'elle dit. Poorest country in the world are in West Africa. So I see a direct connection between this recurrency of military coup with the high prevalence of poverty. To be also completely accurate, there's been over the past 25 to 30 years, in many fronts. Life expectancy, for instance, went from 39, I was just checking it yesterday, in 1960, when West African countries got their independence, most of them in 1960, the expectancy rate was around 39, and now it has jumped to 62 years, which is a progress. Of course, we made progress when it comes to maternal mortality, to child mortality. The increase of education rate is the most noticeable progress. Almost all children, at least in some countries, including Senegal, they would complete primary school. Although there are many challenges when it comes to secondary education and to university, of course. But the gap between the highest quintile and the lowest quintile have widened.
So inequality is very much in there. And young people, who are the majority of the population in Senegal, and that's the case in West Africa, 70% of the population is below the age of 35, which means that government are ruling a very young population, but yet the priority is not on developing sound, effective youth program. Unemployment rate is skyrocketing, of course, because there is no industrialization whatsoever, which means that the economy is based on trade, importing goods from other countries, Asian countries, at a cheap price, killing in the process any industry, local industry. And of course, there is no job creation. Of course, young people are very frustrated. Some of them resort to joining terrorist armed forces in some countries. Others would demonstrate and create instability because the system just doesn't work for them. And that's why in the middle of all this very already complex situation, we also do have politicians who don't want to play by the rules. I'm going to take the example of Senegal. President Macky Sall wanted to run a third term. It has triggered demonstration officially. 16 people were killed in early June. In the previous year, there were also demonstrators being killed. And this is the result of frustration that came from President Macky Sall's desire to run illegally a third term. And of course, that's added to the already complex situation, as I said. COVID came with its impact, killed a large part of the informal economy is 90% informal, which means that it's not recorded in the books and taxes are not being paid and workers don't have any social services. So that's what this situation that is, as I described it, dismal, that would give ideas to some militaries. So, in a nutshell, it would be the prevalence in the long run of poverty for the largest group, although there is a middle class in the making, and social gaps is huge, despite social progress in some areas. Secondly, we do have a very young population that needs jobs and don't have any jobs because there is no industrialization whatsoever. And at the end, you do have politicians who don't play by the rules, who want to play the system and stay on. And this whole idea of third term has fueled so many instability in the region. That was the case in Guinea, and of course, as I said, in Senegal. So this is the situation where we find ourselves in, and it has triggered instability. And of course, you do have militaries who come and as savers, as they say. I don't believe whatsoever that they are savers. On the contrary, they would uphold the constitution, uphold the democracy, and then it's going backward when it comes to democracy and social development. They don't have any legitimacy. They don't even have the skill to do so. But that's the civilian politician that opened the door to them due to the greediness. That's an element that I should add to the already grim description of the situation, is the prevalence of corruption, grand corruption. If you look into the ranking, the Mo Ibrahim index regarding corruption, you would see lining up at the bottom most West African countries. In Senegal, we have one of the biggest scandal of our history, which is 1,000 billion CFA
being stolen somehow. That it was the fund dedicated to the COVID, and the control services, the control court has pinpointed a massive corruption scheme in many ministries. So you do have, as I said, these young people. More and more of them get educated, so they understand what's going on. They see people, sort of getting rich through corruption. They don't have any job. With fuel, their frustration. They would join the street, or they would join terrorist group, and all of that. The military comes in, as I said, saviors, and that goes on and on and on. That's how I see concretely the situation. What should we do? Because that's important. After we describe the situation, we come up with recommendations. First of all, I think we have to tackle poverty head on. And to tackle poverty, you need to create wealth. To create wealth, you have to industrialize the continent, and particularly West Africa. We do have lands that are not really producing much, because there is a little investment that goes to modernize agriculture. We do have young people who don't get the right training. Vocational training is minimal here, and we don't have also enough companies, industries to make sure that a job is generated. Secondly, we need to work hard on good governance to make sure that the money that is supposed to go to development program is not stolen. We have to put in place strong mechanism to actively fight corruption. That is very, very important. And we have to make sure that politicians go by the rule, play by the rule. We have to strengthen the institution. We should not change the rule of the game in the middle of the game, as President Macky Sall tried to do, but he was not the only one. As I said, there was Alpha Conde and the others. He ended up being good. So it's too often recurrent, this institutional instability, I call it. So that also we need to fix that. So it's a combination of sound economic programs to create massive jobs through industrialization. We have to have very strong democratic institutions, and we have also to make sure that politicians are not corrupt and play by the rules. And we have also to make sure that security is not involved, militaries are not involved in the political game. As I said, they are not saviors whatsoever, but that's the corrupt politician who opened the door to this military coup. So we have to go back to the basic. Senegal never experienced military coup, although we went through troubled times. But I think it's due to the strong democratic culture that we have. It has been threatened lately with a lot of opponents being in jail, journalists being jailed. But I do believe that the system is resilient and the system is strong to overcome the difficulties we are in. So I congratulate you for organizing this discussion. I think it's very important that really we go deep into understanding the dynamics of this instability that ends up with military coup. And we also, to conclude, we also must educate our citizens. It's a very, very important. Citizens must cherish democracy. They must cherish free and fair election. They should be educated to choose the best politicians who are honest and play by the rules and who are competent. Because unfortunately, in very poor setting, money plays an important role in election here in West Africa and in Africa as a whole. So the citizen education is also something that we have to think about and prioritize. So thank you very much. These were some ideas I wanted to share with you.
Merci Aziz et merci à Madame Touré. Donc, Madame Touré, dans sa contribution, a parlé en fait de la démographie et de la pauvreté et des difficultés liées à cela. Elle a aussi parlé des conséquences, hein, des ambitions, des politiques qui mènent souvent à des coups d'État, comme l'exemple, ce qui s'est passé avec Condé, ensuite le coup d'État en Guinée. Et comme les autres intervenants aussi, elle a insisté sur le besoin de sensibiliser. Monsieur Mara parlait tout à l'heure de l'ignorance des populations, donc il faut une éducation démocratique des populations pour qu'elles puissent en fait bien choisir les personnes qu'elles élisent. Et dans les recommandations, elle a anticipé pour parler du besoin de créer la richesse, régler le problème de la pauvreté et aussi d'avoir de bons programmes économiques avec l'industrialisation. Elle a insisté sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et le besoin d'avoir des institutions solides qui pourront faire face et éviter qu'il y ait une certaine malgouvernance dans les pays. Donc, comme les autres intervenants, elle a présenté, en fait, comme étant une question très, très complexe, le problème des coups d'État et de la gouvernance. Maintenant, je vais me tourner vers Madame Camille pour lui poser une question et je vais lui demander en même temps de faire des recommandations. Diriez-vous que la résurgence des coups d'État est un échec de la gouvernance et comment est-ce que la CEDEAO peut-elle se rattraper face à ces fléaux pour éviter que la sous-région n'implose? Thank you. I'm going to share again my presentation. It's not up yet. Yes. Can you hear me, right? Yeah, so obviously we see, we discussed in the previous questions already the seeds of this particular topic. Is there governance failure? So again, just a note, we are looking here at the last 5 years that are covered in the 2022 Ibrahim Index of African Governance, and we can see indeed that what the 4 Western African countries that have had coups, successful coups from 2021 to 2023, there has indeed been a decline in overall governance. I just want to take the opportunity to remind you what is the definition of overall governance for the foundation. For us, governance is the provision of those key social, economic, securitarian, but also environmental public goods that governments have the responsibility to deliver to their citizens, and citizens can have the possibility to expect from the governance. So we really have a definition of governance that puts citizens at the center of this sort of like social contract, of this relationship between citizens and governments. And indeed, the data show that these 4 countries have suffered a huge decline in terms of overall governance, which is the sort of highest aggregated level of analysis. And more specifically, when we look at the components of overall governance, what is key and what we need to take into account is that these declines in terms of governance have occurred mostly in those areas that concern democracy and rule of law spaces. So this is really important because obviously when we aggregate the data for the index, the components, meaning the categories, subcategories, and indicators and sub-indicators, are the ones that tell us what has changed and what has contributed to these changes, right? So you can see here just a few examples of the magnitude of these changes. Look, for instance, at how the data has
declined for security and safety in Burkina Faso, Mali, for instance. We are looking at very large numerical declines, accountability and transparency as well, but also participation that looks at obviously the one of the key pillars of democracy. So really there has been indeed a decline in governance, but more concerningly, this decline in governance is happening only in some of the pillars of governance, rule of law and democratic indicators, whereas we see that the sort of health, education, and classic MDGs indicators and the economic one, especially infrastructure, for instance, have not been suffering the same issues. So when we look at, to answer your question, when we look at what could have been the warning signs for coups in the 4 West African countries, we see indeed that these huge declines in the democracy and rule of law indicators have been common to all these countries. However, we have discussed already about this. We have discussed about the fact that some of the coups are also happening with the sort of pretext to address some of these security deteriorations and some of these participation and democracy deteriorations. But I wanted to draw your attention to this. This is additional data that we have integrated into the analysis, and this is mainly from ACLED. Again, you can find all the details of this research in the paper that I'm going to share with you. And this is basically stretching the analysis until July 2023. And we can see that even though some of these military coups have claimed to have been made to address this deterioration in security and democracy, we can see that in all the 4 countries under analysis, there have been no improvement after the coups. And this is fundamental when it comes to your question about what we can do about it. First of all, we need to all agree that whatever is the gravity of the situation in a country, a coup is never a good solution. Because we can see here that none of the sort of pretext of coups have addressed the issues. And also we can see very concerning deteriorations, for instance, of security, violence, and most importantly as well, the fact that in none of these countries, the electoral promises were kept. In the sense that in most of these countries, the sort of electoral transition windows have not been respected. And this is fundamental as well when we link this back to what we were discussing in the previous question about the perceptions of democracy of citizens. And I wouldn't be surprised to see in the next round of Afrobarometer the reflection of these missed promises as well in the survey findings. So when it comes to the African Union and ECOWAS, I think we all know that the African Union has been at the forefront of creating strong frameworks for addressing unconstitutional changes of government. So obviously, it is not our role to give political instructions to African institutions and to the regional economic communities. We totally trust the capacity and we know very well the frameworks and how refined these political frameworks on unconstitutional changes of government are, including the instruments they have in terms of sanctions and all that. So we do not have particular prescriptions for ECOWAS, but in general, our call is more about the fact that we need to look beyond, as we already said, the sort of security emergency generated by coups, and what we need to focus on is indeed this. Is indeed what are the root causes and the potential warning signs of these coups.
and what is happening in terms of these strong deteriorations in democracy and rule of law indicators. I stop here and I can answer questions and discuss more in the next round. Merci, merci Madame Roca. Elle a parlé du déclin de l'état de droit dans ces pays, les différentes raisons qui en fait montrent ce qui mène au coup d'État. J'aimerais juste rappeler que ceci était un webinaire organisé par AfriqueTV en collaboration avec le Club de Madrid dans le cadre de la consultation citoyenne en ligne du projet Charter Africa Project. Vous pouvez utiliser le hashtag AfricaConsult sur les réseaux sociaux et vous pouvez aussi soumettre vos contributions sur les différentes thématiques en allant à forum.afriquetv.org. Donc maintenant, je vais m'adresser au doyen Tine et aussi je vais demander au doyen Tine de nous faire en même temps des recommandations. Monsieur Tine, quel rôle peut jouer la société civile pour endiguer la spirale de coup d'État dans la sous-région? Merci beaucoup. Je voudrais tout simplement, pour information, par rapport effectivement à la paresse intellectuelle, c'est très bien que vraiment notre jeune frère soulève cette question. Et puis attire l'attention sur cela pour beaucoup plus de recherches dans ce domaine. C'est vrai que sur la question sécuritaire, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de contestations, mais sur les questions démocratiques, il n'y a pas encore grand-chose. Je voudrais dire quand même, montrer ce qu'on a déjà fait. Donc, les pathologies de la démocratie, ça consistait pour nous, Afrikajom Center, vraiment de faire, comme on dit, une radioscopie des crises de la démocratie, de la gouvernance, de la sécurité, et de faire des propositions et recommandations concrètes. Maintenant, pour la thérapie, ça veut dire comment régler le problème. Nous avons effectivement fait un grand colloque où nous avons invité pas mal de monde sur repenser l'état de droit, les transitions démocratiques en Afrique. Donc, pour venir effectivement à la résolution de ces crises, en réalité, ces crises sont connectées aux crises mondiales, parce qu'aujourd'hui, sur le plan mondial, la démocratie est en panne. Elle est en panne parce que, bon, quand vous allez effectivement voir les pays occidentaux de plus en plus, comme dans les pays africains, je pense que les stratégies électoralistes pour gagner des voix ont pris le pas sur des stratégies consistant effectivement à élaborer des programmes. Et également, et effectivement, la prise du pouvoir ici en Afrique, ça consiste tout simplement à contrôler les institutions, à contrôler les ressources et à se les partager. C'est ce que les gens appellent la capture démocratique. Donc, comment en sortir? Je pense que c'est extrêmement important. En réalité, les crises que nous vivons dans les États, que ce soit la crise du leadership, la crise de la démocratie, c'est des crises qui se répercutent également au plan régional. Au plan régional, nous avons pratiquement une espèce d'impuissance de la CEDEAO face à la question du troisième mandat, face à autre chose. Donc, il me semble que d'abord, pour la société civile, d'abord, c'est de s'armer. S'armer pour renforcer la culture démocratique, diffuser, disséminer, partager la culture démocratique. Je pense que c'est très important avec les recommandations que nous faisons. Comment faire pour respecter le minimum, parce que nous sommes dans le cadre d'une démocratie libérale. Quand vous dites démocratie libérale, c'est Montesquieu, c'est la séparation des pouvoirs. Et c'est ça notre problème. L'hyper-présidentialisme, le présidentialisme exacerbé ne permet pas le partage des pouvoirs. Vous avez pratiquement le contrôle à la fois de l'Assemblée nationale, qui est une assemblée d'enregistrement, tout simplement. Vous avez une justice qui n'est pas indépendante. La justice, c'est contrôlé par l'exécutif. Et il me semble que c'est sur ces choses-là qu'on discute. Sur le papier, c'est fait, mais dans la réalité, ce n'est pas encore fait. C'est pour ça que la plupart, le paradoxe dans lequel nous vivons à l'heure actuelle, les jeunes qui sont nés dans la démocratie, qui ont vécu les alternances,
des alternances qui n'ont pas été des alternatives pour permettre de se développer. Ces jeunes-là, ce sont eux maintenant qui applaudissent les coups d'État militaires. Donc, ce paradoxe, il faut qu'on l'examine. Et l'examiner, c'est pointer. Et ça, Mara l'a dit, également, Aminata Touré l'a dit, comment développer une culture démocratique, comment développer une culture des droits de l'homme, comment développer une culture de la tolérance. Je pense que ces questions, au départ, nous, dans les années 90, il y avait pas mal de moyens pour la société civile pour disséminer la culture des droits de l'homme, la culture de la tolérance, la culture... Et ça, c'est important. Ça veut dire que si, en matière de droits humains, les Africains eux-mêmes ne respectent pas le droit à la vie des populations, ne respectent pas les libertés fondamentales des Africains, ne respectent pas les droits économiques, sociaux et culturels, parce que la question des fractures et des inégalités sociales, c'est fondamental. De telle sorte qu'aujourd'hui, ne pouvant rien espérer vraiment de ce continent, la plupart de nos jeunes fuient. Donc, c'est bien effectivement que la réflexion s'exerce sur comment répondre aux aspirations de la jeunesse et qui sont des aspirations aujourd'hui que les jeunes veulent ici et maintenant. Comment répartir les ressources que nous avons, parce que nous avons des ressources, et faire en sorte que les droits civils et politiques, tout l'intérêt qu'on met effectivement à la jouissance des droits civils et politiques, qu'on met le même intérêt sur les droits économiques, sociaux et culturels. C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éducation, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de travail que les jeunes y partent, donc c'est l'immigration, souvent suicidaire, que les jeunes, souvent, dans certaines communautés, retournent les armes contre leur propre, comment dirais-je, État. Ils ne se reconnaissent plus dans l'État, c'est extrêmement important. Et c'est parce qu'effectivement, la politique ne fait plus de sens, que les jeunes sont très réceptifs à ce qui vient de l'extérieur. Et ça aussi, je pense que ce sont des questions sur lesquelles nous devons réfléchir énormément. Et pour régler ça, il nous faut une démocratie délibérative. Ça veut dire retourner à nos propres traditions, à nous, les Africains. Notre tradition, c'est la parole. Notre tradition, c'est la recherche de consensus. Notre tradition, c'est la recherche de compromis dynamiques pour sauver la société. Mais si nous avons des dictatures, ça ne marche pas. La dictature ne marche pas en Afrique parce qu'on dit que voilà, l'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie, mais il faut qu'on réinvente notre propre démocratie en tenant compte de ce qui se passe chez nous. Mais il faut que, aussi qu'on réinvente notre géopolitique. Parce que l'Afrique subit, et la société, comme on dit, la CEDEAO, est en train de subir violemment les effets de la géopolitique mondiale. Les effets également, si vous voulez, de l'influence des grandes puissances mondiales, qui aujourd'hui contribuent à diviser et à affaiblir la CEDEAO. Mais cela aussi, ça demande une réflexion. La réflexion dans laquelle nous sommes engagés à l'heure actuelle, nous l'appelons effectivement comment sauver la CEDEAO, parce que la CEDEAO, c'est notre affaire, c'est notre bébé, c'est de voir comment faire en sorte que la CEDEAO et les Africains puissent, si vous voulez, résister aux influences du basculement mondial à l'heure actuelle, de manière effectivement à ce qu'on ne soit pas plus ou moins noyés et que effectivement que nos jeunes ne soient pas influencés par les choses de l'extérieur. Et ça aussi, il y a la question de la lutte, de la bagarre sur la communication. Ça veut dire la révolution numérique, la révolution digitale, la désinformation à l'intérieur. Ça, c'est un enjeu que les Africains n'ont pas pris en compte. C'est pour ça que je salue d'ailleurs Africtivist. Africtivist fait partie des rares organisations à prendre en compte les enjeux à la fois sur la question de la démocratie, sur la question des droits humains, sur la question de la sécurité, de la révolution numérique et digitale. Et également, ça également, on a l'impression d'un grand retard, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine, que ce soit même nos pays. Les gens qui sont les plus avancés, en réalité, c'est les partis qui viennent d'être créés, comme par exemple le parti de Sonko,
d'ailleurs, sa popularité s'explique par le fait que les jeunes, effectivement, sont dans les réseaux sociaux. Et cette révolution numérique, le basculement géopolitique, la question de l'autonomie stratégique, si on n'a pas une autonomie stratégique, si on n'a pas une souveraineté sécuritaire, le reste des souverainetés, c'est de l'illusion. Et ça se travaille. Et il est évident que les intérêts, on a l'impression d'être noyé par les intérêts stratégiques des grandes puissances à l'heure actuelle. Et il me semble que cette question-là, c'est un enjeu fondamental en Afrique de l'Ouest, c'est un enjeu fondamental même en Afrique. Et effectivement, on voit nos faiblesses sur la question stratégique quand nous participons au forum de Dakar. Et nous voyons nos chefs d'État eux-mêmes se plaindre pour dire, mais voilà l'amunissement, voilà ce qu'on doit avoir pour lutter contre le terrorisme. On a une stratégie de lutte contre le terrorisme, écrit sur le papier, bien fait à la CEDEAO. Mais oui. Le problème, c'est la pratique. Voilà, je m'en arrête là. En tout cas, merci beaucoup, doyen. Tous ces points soulevés sont très, très pertinents et d'actualité. Je vous demanderai si c'est possible de partager les liens des 2 documents que vous avez montrés avec nous sur le chat, ou bien vous nous l'envoyez après, on partage avec tous les participants, parce que aussi les recherches, la documentation, comme vous l'avez dit et comme l'a souligné tout à l'heure le Premier ministre, sont très, très importants pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions à ce problème-là. Donc, il faut renforcer la culture démocratique, disséminer et partager l'information, surtout la bonne information. Je vais maintenant passer la parole à M. Mara en lui demandant aussi de faire des recommandations. Et je vais vous donner 5 minutes, malheureusement. Le temps nous est compté. C'est une thématique très, très passionnante. Monsieur Mara, direz-vous que la résurgence des coups d'État est un échec de la gouvernance? Et comment la CEDEAO peut-elle se rattraper face à ce fléau? Parce que vous aviez été Premier ministre, donc si vous avez des recommandations à donner, elles sont la bienvenue. Merci. Oui, merci madame. Et juste après ma présentation, je vais être obligé de vous quitter parce que j'ai un certain nombre d'attentes tout de suite à combler. Je partage évidemment tout ce qui a été dit et par le Premier ministre Aminata Touré et par le doyen Alioune Tine. Je pense qu'avant d'arriver à la CEDEAO, peut-être il faut qu'à l'intérieur de nos pays qui vivons sous des transitions, que nous puissions avoir des éléments pour en sortir. C'est pourquoi moi, de manière très concrète, je pense d'abord qu'il faut s'armer de temps et de patience. Je l'ai dit tout à l'heure, les régimes militaires actuels dans nos pays restent encore très populaires et vous avez vu les chiffres par rapport à cette question. Donc, il faut donner le temps aux populations de comprendre un peu que ces régimes militaires ne sont pas forcément la panacée et que ces régimes militaires ne sont pas en mesure d'atteindre les résultats que les populations attendent. Donc, il faut un peu démystifier les régimes militaires. Et ça nécessite du temps et de la patience. Dans nos pays, nous devons nous armer de temps et de patience et travailler progressivement à obtenir un départ, je vais dire un départ le plus tranquille possible des militaires. Nous ne voulons pas de coup d'État pour faire partir des auteurs de coup d'État. Nous ne voulons pas de catastrophe. Nous ne voulons pas d'insurrection populaire. Nous devons travailler intelligemment à obtenir le départ de ces acteurs-là des différents pouvoirs de transition dans nos pays. Et là, il faut une combinaison de collaboration, une combinaison de pression de l'extérieur, de pression de l'intérieur, pas des injonctions ou des oukases, mais vraiment des pressions, de la compréhension, de l'intelligence, un travail quotidien pour eux aussi les persuader que le temps n'est pas forcément leur allié. Et progressivement, il y aura du désenchantement et il faut qu'ils puissent quitter les responsabilités quand il est encore temps. Donc pour moi, c'est vraiment
dans un premier temps, dans chacun de nos pays, parce que les circonstances ne sont pas les mêmes, hein, mais dans chacun de nos pays, nous devons faire preuve d'intelligence, de patience, compter sur le temps et obtenir un départ progressif des militaires des responsabilités, en espérant que des élections vraiment crédibles, des élections vraiment transparentes puissent être organisées et que nous ayons des régimes élus et légitimes. Je pense que ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ces futurs régimes qui arrivent doivent comprendre qu'on ne pourra plus jamais gérer nos pays de la même manière qu'il y a 10 ans. C'est-à-dire vraiment en continuant dans la même direction, corruption, mauvaises pratiques, marchandisation de la vie publique. Donc, il faut que nous tous, élites politiques, nous comprenions, quels que soient nos bords, qu'il est temps vraiment que de vrais changements, nous puissions les mettre en place. Que nous ayons de vraies alternances, que nous ayons de vraies transparences, que nous ayons de vraies redevabilités, et dans nos textes et dans nos pratiques. Et ça, à l'intérieur de nos pays, nous devons renforcer nos systèmes démocratiques et de gouvernance. Après, maintenant, à l'échelle de la région, il faut que la CEDEAO, et Alioune Tine l'a dit, la CEDEAO est le reflet de nos insuffisances nationales. Donc, si nous sommes insuffisants au niveau national, forcément au niveau régional, nous le serons. Donc, il faut qu'au niveau régional, nous puissions avoir le courage d'adopter un certain nombre de règles qui vont être appliquées à nos pays. La question des troisième mandats, il faut que nous la réglions. La question de donner une place à l'opposition et au contre-pouvoir, il faut que nous les réglions. Il faut que nous réglions aussi les questions de la lutte contre la corruption, de la redevabilité, même à l'échelle régionale, que nous fixions un certain nombre de textes par lesquels nous serons soumis à des obligations de redevabilité et d'efficacité. Donc, ce qu'il faut faire au niveau national est d'une part, ce qu'il faut faire au niveau régional est d'une part. Mais nous ne pouvons pas aller au niveau régional si le niveau national, il n'y a pas les terreaux favorables à ces changements. Il y a des petites réformes qu'il faut avoir l'intelligence de mettre en place dans nos pays. La notion d'impeachment, la notion de mettre un terme à des pouvoirs qui sont élus légitimes, mais qui vont dans la mauvaise direction, qui sont inefficaces. Il faut que plus ou moins nous puissions aller vers la mise en place de ces dispositions dans nos textes au niveau national, afin que les populations aient la possibilité de faire stopper légalement et légitimement des responsabilités qui sont pourvues par des élections et que les populations n'en espèrent pas simplement des coups d'État pour mettre fin à des régimes inefficaces. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'il faut avoir l'intelligence de pouvoir mettre en place pour renforcer les situations au niveau national et ensuite nous projeter, je dirais, au niveau régional et au niveau continental. Donc, voilà à peu près, de manière concrète, quelques idées qu'on peut mettre en place, mais vraiment, soyons patients, comptez sur le temps et travaillons à obtenir le départ progressif de ces régimes militaires de manière intelligente de nos responsabilités. Je termine par vous féliciter vraiment pour cette initiative et évidemment, nous resterons toujours à votre disposition pour d'autres collaborations futures. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous, Monsieur le Premier ministre. Et nous vous invitons aussi, si vous avez des opinions, recommandations à faire, vous pouvez le partager sur le lien qui est partagé dans le chat par l'équipe technique. En fait, la finalité de ce webinaire, les recommandations ainsi que la consultation que nous sommes en train de faire, c'est de rassembler tout ça et de le partager avec la plateforme AGA de l'Union africaine pour que lorsque des décisions sont prises, qu'ils prennent en compte en fait ce que les citoyens du continent pensent. En tout cas, nous vous remercions beaucoup pour votre disponibilité et nous vous permettons de vous absenter. Il y a notre président, cher Fall, donc, à qui je vais passer la parole. Malheureusement, nous sommes vraiment comptés par le temps, rattrapés par le temps plutôt. Cher Fall, Aziz, je ne sais pas si Cher est disponible pour qu'il prenne la parole et s'adresse à nos invités, aux participants de ce webinaire. Aziz? Bonjour Aïcha. Bonjour, Cher. Bonjour. Merci beaucoup. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Désolé, je me suis connecté avec le compte Ndeye Fatou Diouf. Je voudrais tout d'abord remercier nos intervenants pour cette session interactive et assez
assez complètes, mais par manque de temps, on aurait pu rester toute la journée pour les écouter et en apprendre davantage parce qu'il y a énormément à dire. Le tableau, il est là, il est sombre, il n'est pas si reluisant qu'on voudrait qu'il soit. Et cela signifie que quand les aspirations démocratiques des populations dépassent les promesses, mais dépassent aussi les propositions des acteurs politiques, cela crée évidemment un vide dont se nourrissent les frustrations. Et ces frustrations, aujourd'hui, s'expriment par ces séries de coups d'État, mais aussi cette forme de rébellion ou de défiance à l'état de droit qui voudrait que des jeunes ou bien qu'une population combatte un système qui est plus ou moins abstrait, mais un système aussi dont on se réclame et dont on fait partie des bâtisseurs. Et cela aussi veut dire que quand la demande de plus de démocratie et de bonne gouvernance des populations dépasse l'offre des acteurs politiques, cela crée naturellement un fossé entre ceux qui nous représentent, ceux qui ont été élus, mais c'est pourquoi ils sont au pouvoir. Le lien entre la crise sécuritaire et la crise démocratique a été évoqué. Naturellement, c'est un lien qu'il faudra évaluer et plus questionner. Le lien entre la légitimation des putschs et la demande populaire de plus de démocratie. Vouloir une démocratie et en même temps applaudir un putsch, c'est aussi des questions qu'il nous faut creuser. Le lien entre le discours souverainiste, j'allais dire les discours souverainistes et la polarisation de l'espace public, le fait qu'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de position, il n'y a plus de parti, il n'y a plus de prise de position et qu'on est tous obligés de nous aligner ou d'être des opposants ou des adversaires ou des apatrides, ou j'allais dire des opposants à nos patries. Le lien aussi qui a été évoqué entre le déficit d'éducation à la citoyenneté et le culte des rumeurs et le culte, j'allais dire, de la contre-vérité et des fake news, et aussi à évaluer. Et tout cela me pousse à faire appel à notre conscience collective, à notre volonté commune, à faire exister une démocratie qui résulterait, bien entendu, Alioune l'a rappelé, d'une endogénéité et d'un culturalisme assumé en nous rapprochant plus de nos valeurs africaines et en nous écoutant et en créant ces cadres d'échange et de discussion. Parce que, in fine, la démocratie, c'est une conversation entre les citoyens, mais une conversation entre les institutions et les citoyens, entre aussi les institutions elles-mêmes. Et vous l'avez rappelé, le cas de la CEDEAO et des populations africaines. Donc, remercier tous nos intervenants, Monsieur le Premier ministre Moussa Mara, Madame la Première ministre Aminata Tall, le doyen Alioune aussi et notre collègue de Mo Ibrahim, qui aussi a fait des interventions qu'on va forcément creuser par la suite. Merci beaucoup à vous, Aïcha, et à Abdelaziz. Merci. Merci beaucoup. Merci, cher. Je vais passer la parole à Madame Roca qui doit s'absenter aussi pour qu'elle conclue et nous fasse ses recommandations. Madame Roca, à vous la parole. Thank you so much. So I just wanted to wrap the conversation with a couple of key points. I shared in the chat the link to a very interesting initiative that the African Union has launched in July 2023, so relatively recent, with UNDP, and it's something I think we should all follow closely because it is all about supporting critical political transitions and complex political transitions in Africa, bringing back democracy at the core, elections at the core, and good governance at the core of this discussion. So it's really a comprehensive approach
to the issue of democratic transition. And I think it resonates very much with all the points that we have made today about what's the future of democracy. And I think this is a key testament about the engagement and the sort of strong focus of the African Union on democracy and elections being at the center of all this. So in terms of our work at the Mo Ibrahim Foundation, we will continue remaining committed on our key responsibility, which is supporting governance and leadership through data. So as you can see, all our work is really focused on bringing evidence for all these discussions. And so I will just close with two key points. Here we see the list of all the 10 most deteriorated African countries in the same indicators that we saw as warning signs for coups in Western Africa. So I think here is a reminder that we constantly need to look at the data and potentially be able to unpack and prevent as well these coups from happening. And this is also one of the key points of this initiative of the African Union that I just mentioned. It is all about creating capacities to make sure that some of these scenarios can also be prevented. So here you have just as an for information, the countries that are have experienced coups are highlighted in orange. And here you have all the other countries that showcase the 10 most deteriorated scenarios in security and safety and participation and democracy indicators. So this is just for reflection. And then the last point I wanted to raise here is, obviously, we have also spoken about youth. Africa's youth is the majority of Africa's population, is the wealth of the continent. We also have to remember that 1 in 3 newborn people in the world are African now, and Africa's youth will constitute 40% of the global workforce in just a few decades. So I think one final remark, even if we didn't spend too much time to discuss this, is so how is this youngest African population, the wealth of the continent, but also the majority of Africa's population represented in decision making? This is a very provocative infographic, but it showcases that, you know, we have countries such as Uganda, for instance, or Cameroon with a median age of population which is below 20. So not only we see a huge gap between this median age of population with their leaders, but also we should be reminded about how important is the investment in youth, education, prospects, because this is really the wealth of the continent. And so I think we need really to reflect about the generational representation and what are the spaces and the opportunities that we are creating for this youth to prosper and to be given the opportunity to flourish as they deserve, and to be properly represented in the countries that they are born in. So I would like to thank you very much for the discussion. I found it really inspiring, and I look forward to obviously engaging further with you. I will share all the resources with you in the chat. We are working on a French version, a French translation of the documents that I just showed you today. So I will make sure to follow up with that once it's ready, so you can have that resource as well. Again, thank you so much. I'm going to leave you here, but feel free to forward via email as well any follow-up questions. Thank you again. Bye, everyone. Thank you, Camilla. Bye. Thank you. Merci, Camilla. Nous allons partager la version française dès qu'elle est prête avec les participants de cette discussion. Tout à l'heure, j'avais vu que Monsieur Tin s'était déconnecté. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. En tout cas, vu que nos panélistes sont partis, je vais conclure cette discussion. On aurait aimé avoir plus de temps pour pouvoir faire participer les participants.
Donc, je tiens à remercier le Club de Madrid avec qui nous avons organisé ce webinaire donc, sur cette thématique. Nous vous invitons donc à continuer et poursuivre cette discussion sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag AfricaConsult et aussi en partageant vos contributions et opinions sur la plateforme consultation.africtivis.org. Donc, nous continuons la discussion et comme je l'ai dit tout à l'heure, ces contributions seront compilées et partagées avec les organes de l'Union africaine à travers la plateforme de l'architecture africaine de gouvernance AGA. Donc, cette consultation se poursuit. Si vous allez sur le forum, vous aurez d'autres thématiques sur lesquelles vous pouvez contribuer. Nous remercions le Club de Madrid, nous remercions les membres du consortium Chat Africa Project et nous remercions nos différents intervenants. Merci aux interprètes, Hassan Dem et son équipe. Merci à l'équipe technique, Aziz et son équipe. Donc, merci à tout le monde et à bientôt. Nous allons partager les documents avec vous par email. Au revoir.